Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette table ronde intitulée « À chacun son projet, sa trajectoire ». Aujourd'hui, nous allons explorer les parcours très différents, mais tous passionnants de 4 agriculteurs, agricultrices qui ont choisi une voie unique dans le secteur agricole, de la robotisation à la transformation, en passant par le choix du bio, la spécialisation. Ces trajectoires témoignent en tout cas de la diversité des choix professionnels en agriculture et de la possibilité et des opportunités qui s'ouvrent, comme l'a évoqué en introduction le président de l'Espace pour demain, Didier Lucas. Nos intervenants vont partager avec nous leur expérience. Avec eux et avec nous, on a donc Charles Fossé. Bonjour Charles, bienvenue ici. Vous êtes agriculteur en GAEC, vous êtes installé où ça précisément? Oui, bonjour, installé donc à Langon, en sud du Yvelines. D'accord, vous êtes... alors, on va préciser comme votre production laitière. C'est ça, tout à fait. On fait du lait en bio, en GAEC à 2 associés sur 160 hectares avec une grosse majorité d'herbes. Très bien. Merci pour cette première présentation. À vos côtés, il y a également, on va donner la parole à Carole. Bonjour Carole, vous êtes productrice de porc. Vous pouvez nous préciser où? Oui, passé donc juste à côté de Rennes. Voilà, la ferme du Châtelier. Exactement. Voilà. On est une ferme familiale. Avec mon grand frère, on reprend l'exploitation de nos parents. Voilà, c'est une ferme avec production, transformation. Voilà, on fait des céréales pour nourrir nos cochons et donc de l'engraissement en label rouge. Et ensuite, on a un atelier de transformation de charcuterie à la ferme pour vendre notre production en direct aux consommateurs au travers de magasins de producteurs. D'accord. À vos côtés, il y a Cyril. Cyril Herbert. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous êtes installé du côté de Janzé? Non, alors moi dans le coup je suis nord département, je suis à côté de Saint-Brice-en-Cogle, d'accord. pays de Fougères. Donc en élevage laitier sur une bonne centaine d'hectares en individuel depuis 10 ans. Excusez-moi, oui, vous êtes Cyril Herbert, vous êtes en bio, voilà, excusez-moi. Voilà. et vous réfléchissez à la mise en place de la monotraite. C'est une piste que je suis en train d'étudier, oui. D'accord. Très bien, merci pour cette présentation. Et voilà, je voulais en venir ensuite à Lucien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien technicien de volaille et vous êtes du côté de Janzé, voilà. Oui, ouais, c'est ça, plutôt Domanier, donc c'est entre Rennes et Vitré, donc pas loin de Châteaubourg. Bon. Donc effectivement, ouais, après une période donc en tant que technicien volaille, moi j'ai décidé de reprendre l'exploitation familiale où il y avait déjà installé deux poulaillers de Janzé. Donc voilà, l'idée, moi, c'était d'en refaire 2 autres et d'arrêter progressivement l'atelier lait. Très Voilà. bien. Et puis, à vos côtés, il y a Marie-Isabelle Lebars. Vous êtes chargée de mission régionale transmission installation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. C'est plus vaste, donc ça permet de moins géolocaliser votre présence. En tout cas, vous êtes en Bretagne et vous allez nous parler dans quelques instants, en tant que chargé de mission régionale transmission installation à la Chambre d'agriculture de Bretagne, des différents profils de jeunes qui s'installent en agriculture avec différents constats que vous avez pu réaliser. On va vous laisser nous faire cette présentation de contexte et de conjoncture. Oui, bonjour. Donc, effectivement, à la Chambre d'agriculture, on travaille, et c'est un dossier prioritaire, l'installation-transmission. On a une soixantaine de conseillers qui accompagnent à la fois les cédants et les porteurs de projets dans l'installation. Et effectivement, on a une diversité de projets. Dans le cadre de nos missions de service public, on gère un observatoire avec un certain nombre de données. Donc, elles sont disponibles pour ceux que ça intéresse. Mais déjà, quelques chiffres. Chaque année, en Bretagne, il y a à peu près 1000 installations. Il y en a 700 de moins de 40 ans, il y en a 480 avec la DGA, mais globalement, effectivement, on est une des régions les plus dynamiques de France. Donc ça, c'est une bonne chose. Depuis plusieurs années, on a cette bonne dynamique et on s'en félicite. Comme ça a été dit, on est aussi une terre très agricole et une terre qui attire. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça puisqu'on est effectivement à une installation pour 2 départs avec des gros enjeux de renouvellement. Donc on n'est pas du tout satisfait et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler d'installation et d'attractivité du métier. Donc une installation pour 2 départs, 1000 installations, 2000 départs chaque année. Donc une baisse des chefs d'exploitation agricole avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer en termes d'enjeux, de production, d'aménagement du territoire, etc. Donc voilà sur quoi on travaille, sur favoriser l'installation, sur améliorer la transmissibilité et la reprise des fermes. Ça a été dit par Didier Lucas, il y a un outil qui est le RDI, le répertoire départ installation, qui permet de promouvoir ces fermes et de donner, d'améliorer la reprise de ces fermes et d'attirer de nouveaux publics parce qu'on a besoin d'agriculteurs, on a besoin d'éleveurs, notamment en élevage, parce que j'ai dit une installation pour 2 départs, mais en bovin lait, on est à une installation sur 4. Donc un enjeu élevage et renouvellement
vraiment important. Donc voilà, notre souhait, la Chambre d'agriculture et ses partenaires, hein, c'est de favoriser les projets viables, vivables et durables. C'est ce qui a été dit, hein, que toutes les personnes qui ont envie de s'installer, qu'on puisse trouver des solutions pour qu'ils puissent se réaliser. Et j'ai envie de dire, quel que soit leur projet et leur profil, venez comme vous êtes. Donc concrètement, au travers de quelques chiffres. Donc ce qu'on voit au niveau, par exemple, des chiffres clés de l'année dernière, les jeunes s'installent à 30 ans en moyenne, donc ça veut dire entre 20 et 40 ans, on s'installe à tout âge. Et ça montre aussi une diversité de trajectoires. On a souvent fait un autre métier avant. On a des personnes en reconversion professionnelle et on va le voir aussi. Donc on s'installe à tout âge. 30% de femmes, donc sans doute insuffisant, mais c'est plutôt en augmentation avec vraiment des femmes qui portent leur propre projet. Donc ça, c'est aussi une diversité qu'on pousse. Et c'est important d'avoir des témoignages pour montrer qu'il n'y a pas de souci pour que les femmes trouvent leur place en agriculture. On a 45%, donc pratiquement la moitié, qui ne sont pas issus du milieu agricole, c'est-à-dire qui ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. Donc ça, c'est important aussi de dire qu'il y a une ouverture du monde agricole. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas fils ou fille d'exploitants agricoles qu'on ne peut pas s'installer. Évidemment, c'est un métier qui demande un certain nombre de prérequis, à savoir des compétences, mais les compétences, ça s'acquiert. 30% notamment font ce qu'on appelle un BPA, c'est-à-dire une formation pour adultes, justement pour accéder à ce métier. 39% en agriculture biologique, donc ça montre aussi une diversité de systèmes. 34% avec une stratégie de développement de circuits courts. 21% avec des projets de création, c'est-à-dire qui vont reprendre des fermes ou reprendre du foncier, mais qui vont avoir des projets différents, qui vont créer leur propre activité, leur propre atelier. Parce qu'effectivement, il y a cette question de discordance entre l'offre et la demande, mais c'est aussi possible de créer son activité. Donc voilà, au travers de ces quelques chiffres, on montre vraiment qu'on a une diversité de projets, de profils, de trajectoires. On pourrait en sortir d'autres, mais je crois que c'est déjà pas mal. Très bien, merci en tout cas pour ce regard et on va dire ce panorama global sur les différents profils et puis les différentes attentes et ce que l'on peut constater en termes de possibilités pour les uns et les autres de s'orienter vers le monde de l'agriculture. Alors, on va demander à chacun de nos intervenants un peu de nous dire ce qu'ils ont retenu, quel est un peu l'élément clé qui leur paraisse intéressant par rapport à leur propre trajectoire. Alors, on va tout de suite poser la question à Lucien. Toi, Lucien, donc tu es ancien technicien volaille, tu es maintenant à ton compte. Ça y est, tu as repris l'exploitation ? Oui, c'est ça. Ça fait maintenant bientôt 4 ans, 1er janvier 2021. D'accord. C'était l'exploitation de tes parents ? C'est ça exactement. Et alors, qu'est-ce que tu retiens juste de ce... On rentrera dans le détail, bien sûr, de ton parcours. Mais le chiffre que je retiens, c'est vraiment une installation sur 2, voire une installation sur 3, sur 4 en lait. Ce qui veut dire qu'on a quand même... en tant que jeune, on a un atout, un peu un choix. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de trouver la ferme, l'exploitation qui nous correspond. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans le choix de l'installation. Il faut prendre le temps. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, la moyenne d'âge, on est plus sur 30 ans. Donc, voilà, je pense qu'il faut se poser avant une installation, prendre le temps de ses études, d'aller voir peut-être ailleurs. Enfin, voilà, moi, je prends mon exemple. C'est sûr que moi, j'ai fait un peu de technicien volaille. Et ça peut permettre de voir qu'est-ce qu'on attend, gagner en maturité aussi. Et puis, et donc, on a ce choix-là. Donc, c'est un atout, il faut en profiter, quoi. Très bien. Merci pour ces précisions. On va poser la question à Carole, qui a pris des notes. J'ai vu ça. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs points qui ont suscité mon intérêt dans ce que tu as dit. D'abord, je rejoins Lucien sur l'importance de faire son expérience avant de s'installer. Je trouve ça très, très important et c'était quelque chose qui n'était pas forcément fait dans les générations précédentes. On se précipitait parfois par obligation de reprendre la ferme familiale. Mais avec l'accès aux formations et la diversité des formations proposées aujourd'hui en France ou à l'étranger, on a vraiment encore une fois le choix et l'opportunité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres fermes ou dans d'autres métiers complètement. Faut voir dans d'autres pays, parce que vous êtes également allé à l'étranger. Oui. Vous avez fait une école d'agronomie. Voilà, l'ESA d'Angers, qui m'a permis d'ouvrir les portes de l'international. C'était vraiment mon objectif de début de carrière. Je voulais absolument commencer aux États-Unis en commerce agroalimentaire. D'accord. Et donc, l'ESA m'a permis ça.
Et j'ai effectivement fait mon petit chemin, celui que je voulais faire en tout cas, avant de reprendre l'entreprise familiale. Et ça permet, même si c'est pas dans le même secteur d'activité, d'avoir une culture d'entreprise, une culture personnelle, une culture interculturelle très importante. Charles, quel est votre regard sur ce qui a été dit par Marie-Isabelle ? Il y a forcément beaucoup de choses à retenir. Enfin, s'il y en avait une, c'était la notion de viabilité, durabilité et de vivabilité aujourd'hui des installations. Je pense que ça, c'est vraiment une notion qui est très importante. Et très clairement, mon projet, quand j'ai réfléchi, c'est pareil. Il y a un parcours d'abord hors agricole et le projet a été réfléchi en se disant il faut que mon projet reste vivable tout au long de ma carrière avec du temps libre et du loisir. Et c'était vraiment une notion qui aujourd'hui est de plus en plus prépondérante dans notre milieu. Et on est en capacité aujourd'hui d'accueillir des jeunes en leur proposant des systèmes où on peut prendre des vacances et du temps libre, etc. Voilà. Cette notion de vivabilité était vraiment importante, quoi. La notion de vivabilité. OK. Et puis, dernier à intervenir, Cyril, quel est ton regard sur ce qui a été dit et quelle est, on va dire, la phrase choc, l'item que tu retiens ? Eh ben, ce que j'ai retenu, moi, c'est le pourcentage des 40% de non issus du milieu agricole. Ah, oui. Ça, c'est un préjugé qu'il faut casser et qui existe, on va pas dire plus, mais de moins en moins. Il y a de plus en plus de jeunes hors milieu agricole qui viennent dans le monde agricole. Et c'est possible. J'en suis, on va dire, la preuve vivante. Moi, mes parents n'étaient pas agriculteurs. C'est pas impossible de pouvoir reprendre une ferme alors qu'on n'a pas on n'a pas un réseau d'agriculteurs ou on va dire de connaissances dans le milieu agricole. L'agriculture, ça reste quand même, on va dire, une grande famille. On arrive à y rentrer quand même assez facilement et on n'est pas rejeté parce qu'on n'est pas fils d'agriculteur ou d'agricultrice. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie des éléments clés. Et on va pouvoir commencer, pourquoi pas, avec vous, Cyril, sur justement le parcours, parce que il y a donc ce que vous évoquiez, beaucoup de jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus du monde agricole. Alors on les appelle un peu avec l'acronyme les NIMA. Je ne sais pas si il faut obligatoirement leur mettre ça sur la tête à chaque fois en disant c'est un NIMA. Mais vous êtes en tout cas non issu du milieu agricole et il y a cette problématique à la fois le fait de ne pas avoir une exploitation familiale à reprendre, donc un aspect matériel, et puis ce que vous avez évoqué également, le fait de ne pas faire partie de la grande famille du monde agricole, et donc de ne pas être dans les réseaux et autres que certains ont pu connaître depuis leur jeune enfance avec la famille, et ça c'est un côté plus immatériel quelque part. Ça vous l'avez ressenti au départ dans votre installation ? Eh ben oui, quand j'ai décidé dans le coup de vouloir m'installer en agriculture, c'est vrai que j'ai fait un peu le tour de moi. J'avais quelques connaissances dans le milieu agricole, mais c'était des amis de mes parents, donc qui étaient encore loin de la retraite, donc j'allais pas les mettre dehors tout de suite. Donc je me suis retourné vers la chambre d'agriculture où il y a comme Didier Lucas le précisait tout à l'heure, il y a le RDI, donc le répertoire départ installation. Oui. Donc en fait c'est un site qui recense plein d'exploitations où les agriculteurs vont partir en retraite. Dans les années qui arrivent et donc ça m'a permis d'aller contacter trois exploitations qui étaient dans le secteur géographique où j'étais, et ainsi j'ai pu prendre contact avec eux et voir aller rendre visiter l'exploitation pour m'imprégner un peu des lieux. Donc malheureusement, j'ai pas été retenu sur ces cas-là parce que, on va dire, donc ça fait 10 ans que je suis installé. Il y a 10 ans, c'était pas forcément un départ pour 4 installations, c'était beaucoup moins. Donc il y a un peu plus de concurrence, on va dire, au niveau de l'installation. Donc c'est d'autres jeunes qui ont été retenus sur les exploitations-là. Et moi, j'étais sorti de l'école, donc il fallait que je trouve un boulot. Et j'ai été embauché dans l'association de remplacement du canton. Donc, dans le coup, ça m'a amené à voyager dans beaucoup de fermes sur le canton et ainsi me créer, on va dire, mon petit réseau d'exploitation. Il a fallu que tu fasses les preuves, en fait. Voilà, l'information elle est auprès de nous, mais il faut qu'on aille la chercher. Tout va pas nous tomber sur un plateau en argent. Oui. Et c'est par ce travail-là en fait de contact, de relationnel, que j'étais dans l'exploitation, donc où je me suis installé. Là, j'ai été faire 2 week-ends de remplacement chez les agriculteurs. Et puis j'ai été un peu au culot, on va dire. Je leur ai demandé l'exploitation parce que je savais que le mari pouvait être en retraite et il attendait sa femme qui avait 4 ans de moins. Ouais. Et donc j'étais au culot leur disant que voilà, je veux m'installer. Est-ce que votre exploitation elle est ou elle va être à vendre? Très bien. Et c'était le cas. Et ça s'est produit progressivement.
Voilà, et puis après, on est rentré dans le processus, enfin, d'entrer en contact voilà, pour l'installation. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, on va refaire le chemin avec également Lucien. Lucien, on revient vers vous donc avec ce souhait en tout cas de produire de la volaille, poulet, label rouge. Vous avez souhaité en tout cas aller plus loin que ce que faisaient vos parents. Vous avez souhaité aller au-delà de ce que eux avaient déjà très bien réalisé. Comment ça s'est passé, la transmission en fait, hein? Ouais, alors au-delà, je sais pas, mais du moins différemment. Il faut savoir que. Ou différemment. Ouais, c'est ça. Eux, ils étaient 2 pour une exploitation, donc 2 UTH. Hein. Oui. Donc l'idée, moi, c'était aussi surtout de redimensionner l'exploitation à moi, qui suis tout seul. Oui. Donc il y avait effectivement 300 000 litres en quota laitier. Moi, j'ai continué. Comment c'est passé? C'est que mon père est parti à la retraite. J'ai pris ma mère en salarié le temps qu'elle ait ses droits à retraite. Donc durant tout ce temps, on a continué le lait. L'outil était vieux, fonctionnel mais vieux et pas du tout automatisé. On va dire désuet. Voilà, c'est ça. Donc, il aurait fallu réinvestir dedans. Donc le choix, c'était soit réinvestir dans le lait, soit dans la volaille. Soit dans la volaille. Ouais. Voilà. Moi, avec mon passé un peu de technicien volaille, le choix s'est tout de suite fait. Donc l'idée, c'était de doubler la production donc volaille de Janzé Label Rouge et d'arrêter progressivement l'atelier lait en même temps que ma mère arrive à la retraite, quoi. Donc c'est vraiment. Quand tu as proposé le projet à tes parents, tu as dit voilà l'objectif à terme, plus de vaches laitières. Ils t'ont dit ok, c'est pas un problème, ou est-ce qu'il y a eu quelques petites difficultés à faire passer la pilule? La difficulté, c'est pas forcément posée à ce moment-là, c'est même posé avant. C'était de base mes parents, mais peut-être par leur carrière, est-ce qu'ils ont connu, n'étaient pas forcément favorables à mon installation. D'accord. Après, une fois que, on va dire, cette étape-là de voilà, je veux m'installer, Lucien veut s'installer, est passée. Après, justement, la création du projet, là, j'étais totalement en autonomie et au contraire, ils ont vu que j'ai pu prendre conscience du travail, quoi. Ouais, ils ont été rassurés en quelque part. Ouais, c'est ça. C'est que je me suis pas dit je vais pouvoir tout faire, tout gérer. Ce qu'eux faisaient à deux, je vais pouvoir le faire tout seul. Et c'est peut-être ça leur appréhension qu'ils avaient justement pour mon installation. Et le fait que j'apporte ça, le fait que je redimensionne l'exploitation aujourd'hui à moi tout seul, les a aussi rassurés, quoi. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu travailles avec combien de personnes? Tu es tout seul? Oui, c'est ça, tout seul, donc tout seul, avec les 4 poulaillers sur 70 hectares. D'accord, très bien. À tes côtés, donc Charles Fossé, vous êtes donc également producteur en vaches laitières. Vous avez décidé de vous orienter un peu comme le faisait votre papa, et c'était pas obligatoirement une évidence au départ. Ah non, pas du tout. J'étais pas du tout voué à aller vers le milieu agricole. C'était vraiment pas du tout une volonté d'y aller, et mes parents ne m'y ont jamais forcément poussé non plus. Donc, à 16-17 ans, là, c'était pas du tout dans ma volonté. J'ai fait un BTS en génie civil après un bac scientifique. Et le monde du nettoyage. Pour le monde du nettoyage. Et après, j'ai travaillé dans une boîte de nettoyage sur Rennes, là, que j'ai géré pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, la vie a fait que du coup, je me suis posé des questions sur savoir ce que je voulais refaire à la suite de ça. Je voulais créer ma propre structure, je voulais vraiment aller dans un truc qui m'appartienne. Et l'exploitation laitière, du coup, est devenue à ce moment-là une possibilité de retour. Et c'est là que du coup, je me suis installé, quoi. Donc en 2016, donc j'avais un peu plus de 26 ans, 27 ans, quoi. D'accord. C'est facile de reprendre cette exploitation et se dire on va peut-être la faire à son image, telle qu'on l'imagine, ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Il y avait déjà un projet dès le départ qui a tenu la route ou qui s'est adapté au fil du temps? Il s'est adapté parce que donc il y a une trajectoire qui est particulière. Il faut savoir que c'était mes parents qui étaient sur l'exploitation au départ. D'accord. Mon papa est décédé en 2011 et à ce moment-là, donc il y a mon beau-frère qui est venu sur l'exploitation. Donc ils étaient en GAEC, associés avec maman. Et à savoir que maman, du coup, c'était pas du tout une volonté pour elle la ferme. Elle était venue là pour papa. Donc du coup, mon actuel associé s'est retrouvé tout seul avec un salarié. Et c'est aussi ça que je pense qui a déclenché à un moment donné ma réflexion à moi de retourner vers le milieu.
Et donc là, on s'est installé à 2 du coup en lait dessus, sur le même atelier qu'au départ, mais avec la volonté de se dire on va moderniser. On va moderniser parce qu'on veut quelque chose de facile à vivre et fonctionnel. Qui nous emmène loin dans le temps. Donc on a monté un bâtiment vache laitière, 120 places. En traite par l'arrière 2x10 avec l'idée de se dire on va faire du lait. Enfin, on va faire du lait et on va avoir du salariat, ce qui va nous permettre en fait de gérer notre partie temps de travail et notre production. Donc on est parti là-dessus. Il y a 10 ans, le salariat c'était pas du tout une problématique. Et donc on a commencé avec 1-2 salariés, sauf qu'au bout d'un temps, notre salarié est parti et en 6 mois on n'a pas réussi à la remplacer. Elle nous a annoncé ça au mois de mai qu'elle voulait partir pour le mois de septembre. Donc on a commencé à lancer le recrutement et là ça a été assez compliqué du coup de trouver une solution. Dans le même temps, mon associé a eu un petit souci physique et donc notre salarié au mois de mai nous annonce qu'elle partait. Au mois de juillet, il a eu 3 semaines d'arrêt et je me suis j'en étais à un moment donné où je me suis dit potentiellement au mois de septembre je suis tout seul quoi. Avec mes 100 vaches à traire dans mon beau bâtiment très récent, mais qui au final, du coup, comment je vais faire? Et donc là, du coup, on a dû prendre différentes options. On s'est fait accompagner pour savoir comment gérer notre temps de travail et faire en sorte qu'on ne soit pas débordé. En fait, on s'est dit de toute façon, on ne fera jamais à 2 ce qu'on faisait à 3. Donc là, du coup, on a étudié différentes options, soit partir en tout viande, soit partir en tout culture, soit diminuer la partie laitière et faire un peu de culture. Et du coup, c'est ce qui apparaissait donc être la meilleure des solutions. Donc là, du coup, on a réduit le cheptel de façon assez drastique en septembre-octobre. On est passé de 110 vaches à 75 vaches. Voilà. Et là, vous remontez un petit peu progressivement là. Eh ben oui, parce que du coup, mon engagement syndical fait que du coup, en plus de notre salarié qu'on avait, on avait aussi une salariée tiers-temps et qui arrive à la retraite là qui devait être à la retraite au mois de juillet, mais qui du coup a continué. Et du coup, on s'est dit, on n'a jamais réussi à remplacer notre temps plein, on va jamais réussir à remplacer notre tiers-temps, quoi. Donc, on s'est reposé la question l'hiver 2022-2023 de se dire comment on va gérer ça. Et là, on a fait le choix du coup de robotiser. Donc, on a installé 2 robots de traite dans le bâtiment vache laitière. On avait une salle de traite qui avait encore un peu de valeur, donc c'était encore à peu près intéressant du coup de la revendre. Et ce qui fait que du coup, on a remonté 2 robots de traite et aujourd'hui, donc depuis le mois de janvier, on traite 85 vaches sur 2 robots dans notre bâtiment 2017, quoi. Très bien, intéressant aussi comme parcours. J'avais envie de poser la question à Marie-Isabelle. On voit la différence de parcours. Il y a aussi les différents points d'étape qui sont marqués par la vie de chacun, les évolutions, les départs, les arrivées, ainsi de suite. C'est présent, j'imagine, dans toutes les exploitations. Il faut faire face, on va dire, à l'histoire et au destin de chacun. En fin de compte. C'est ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Tout n'est pas écrit obligatoirement, enfin ça peut être écrit en partie, mais toute l'histoire de l'exploitation n'est pas écrite. Oui, en effet, au moment de l'installation, on fait un prévisionnel, on fait des scénarios, on travaille sur ce qu'on appelle la résilience du projet. Je pense que ça a été dit, c'est important de réfléchir et de se projeter. C'est des outils qui vont nous aider et nous renforcer quand arrivent des aléas. Cette résilience, elle va nous permettre de réagir. Mais clairement, c'est ça être chef d'entreprise. C'est d'être capable d'analyser. Et c'est ça qu'on travaille avec les jeunes en amont, et je pense qu'ils le montrent bien. C'est qu'à un moment donné, il faut toujours réanalyser le marché, les événements, la main-d'œuvre pour optimiser. Et c'est vraiment cette réflexion, je pense, qui est bien illustrée ici, chacun à sa façon. Chacun avec son moteur. Donc on a beaucoup entendu parler d'équilibre entre la vie perso, la vie pro et la vie perso. C'est ça aussi qui va guider les choses. Donc là, on n'est pas inquiet. Hier, on a abordé le thème de savoir si les éleveurs qui étaient présents, qui la plupart du temps dirigeaient leur exploitation, se considéraient comme des managers. Est-ce que vous vous considérez comme des managers ou est-ce que le terme éleveur, éleveuse, c'est quelque chose qui vous correspond plus en termes de culture, de choix de termes, parce que derrière le mot management, il y a tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation, de gestion. Ça ne veut pas dire que quand on est éleveur, on n'a pas ces organisations, bien sûr, mais il y a toute cette réflexion qui peut être menée. Comment vous analysez les choses? Carole, vous définissez, je crois, comme une entrepreneuse. Oui, je pense que c'est mon avis en tout cas. Je pense que c'est essentiel de se considérer comme un entrepreneur comme un autre en fait, que ce soit agricole ou non agricole.
On est des chefs d'entreprise et c'est très important d'en avoir conscience et de prendre la posture de chef d'entreprise. C'est hyper important parce que les cartes, elles sont dans nos mains. Elles ne sont pas dans les mains de notre conseiller en gestion. Elles ne sont pas dans les mains de notre banquier. En tout cas, il ne faut pas qu'elles le soient. C'est vraiment à nous de faire nos choix en fonction de nos valeurs, de là où on veut aller, de notre équipe, qui peut fluctuer effectivement. Ça peut être aussi des départs d'associés, des départs de salariés. Il faut rester agile, comme vous le disiez. Et voilà. Pour moi, on est entrepreneur avec en plus une casquette où on travaille avec du vivant. C'est le petit bonus en plus, quoi. À la fois autour de vous, qui travaillent avec vous, et également, bien entendu, le vivant, les animaux, en l'occurrence, l'exploitation porcine. Comment vous avez traduit ça, par exemple, à travers votre évolution au sein de l'entreprise? Parce que vous avez décidé et pris des choix, la production, la transformation, circuit court également. Comment ça s'est organisé tout ça? Eh bien, pour ma part, c'était une reprise d'un modèle existant et d'un modèle qui était encore en développement. C'est-à-dire qu'on avait déjà, mes parents et mon frère avaient déjà construit un socle pour la partie transformation et vente directe, d'un socle de débouchés au niveau du commerce, et qui était encore en développement. Donc, au moment où j'ai rejoint la ferme, il y avait notre 3e magasin de producteurs qui était en train de naître. Le Carbasson a passé et qui venait s'ajouter au premier magasin de producteurs qui était 12 Arômes à Béton. Donc, c'était déjà avant de vouloir révolutionner l'entreprise familiale, ce qui n'est pas forcément c'était de consolider déjà l'existant. Voilà, c'était de consolider l'existant, même si ce n'est pas forcément une stratégie en soi, mais voilà, consolider l'existant, pas se tromper dans les développements qui étaient actuels, parce que là, je vous parle des débouchés au niveau du commerce, mais on était aussi en train d'investir en amont sur la partie transformation d'aliments à la ferme, fabrication d'aliments à la ferme. Et vous avez d'ailleurs développé un laboratoire de transformation. Ça, c'était déjà fait. C'est déjà prêt. C'était déjà fait. Ouais. Donc, ce dans quoi on a investi, c'était surtout, quand je suis arrivée sur la ferme, l'unité de fabrication des aliments à la ferme, qui était vieillissant et qui avait besoin, pour qu'on puisse être à la pointe de nos rations alimentaires, ce qui est essentiel en élevage. On avait besoin de faire cet investissement-là, donc c'était pas un petit investissement. Voilà, c'est ça. Donc il fallait être au point là-dessus. Et oui, en termes de transformation charcutière, on a déjà un outil qui a évolué pendant ces dernières années. Pour accompagner notre croissance, on l'a fait évoluer un petit peu, que ce soit en matériel ou en équipe. Et donc, là encore, c'est un accompagnement dans la croissance de l'entreprise. Très bien. Et vous avez travaillé aussi le développement, les débouchés derrière. Oui, c'est ça. Ouais, les débouchés, donc que ce soit de faire évoluer la gamme pour assurer les débouchés et correspondre aux exigences des consommateurs. Parce que du coup, on a cette notion-là de vente directe et donc la nécessité d'être en phase avec les souhaits des consommateurs. Donc ça, c'était essentiel. Très bien. Est-ce que vous êtes sur les mêmes logiques, Cyril, dans un autre domaine de production, puisque vous êtes plutôt production vache laitière? Alors oui, alors Louis, c'est ça, comme disait Carole, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, donc c'est à nous de gérer notre affaire. Alors c'est nos choix, c'est vraiment nos choix, c'est pas des personnes extérieures à l'entreprise qui doivent les prendre. Et alors des fois ils seront bons, des fois malheureusement on fera des. Alors j'appelle pas ça un échec, mais j'appelle ça plutôt savoir rebondir lorsque le choix n'a pas été bon. Est-ce que ce n'est pas parfois plus simple parce qu'on n'a pas la pression, par exemple, de la famille, puisque vous n'êtes pas issu de ce milieu agricole et que vous avez décidé de reprendre une affaire qui ne vous appartenait pas historiquement, quoi. Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé sur l'exploitation, j'avais pas
alors le défaut que des fois certains jeunes peuvent avoir, papa fait comme ça. Voilà. Moi, je suis arrivé, je connaissais rien entre guillemets à l'exploitation parce que c'était pas de famille, rien du tout. Donc j'ai fait mes propres choix. J'ai eu la chance d'avoir une exploitation qui correspondait à mes besoins, ou mes envies de production, justement pour faire un système assez herbagé pour les vaches, donc faire beaucoup de pâturage. Donc il y a un groupe un bon 3/4 de la surface qui est vraiment autour des bâtiments. Donc déjà, c'est le point fort que j'ai pu mettre en place pour le pâturage. Et deuxièmement, mon objectif, c'est j'ai toujours voulu travailler tout seul. J'avais pas envie d'aller dans un GAEC ou d'être en GAEC avec quelqu'un d'autre sur l'exploitation, dû un peu à un caractère un peu breton, on va dire, un peu têtu. Donc je savais que ça aurait pas... Il y a beaucoup de GAEC en Bretagne. Ah ben oui, mais il y a, je sais pas, peut-être l'habitude de travailler tout seul ou je sais pas. Et donc il fallait que je trouve une ferme que je puisse transformer entre guillemets à pouvoir travailler tout seul, parce que mes cédants étaient 2, moi j'étais tout seul, enfin je suis tout seul, et du fait d'avoir des terrains autour de l'exploitation, j'ai pu aménager des différents chemins dans les parcelles pour pouvoir manipuler en fait mes animaux tout seul sans faire de route, sans avoir besoin de personne. Simplifier le travail, gagner en autonomie et puis pouvoir mener votre affaire comme bon vous semble. C'est ça, oui. Ouais. Charles aussi, c'est un peu ça aussi, hein, c'est mener votre affaire comme bon vous semble, quelque part. Oui, complètement. L'idée, c'est de se dire que... C'est se libérer un petit peu parfois de grosses contraintes que peut-être les précédentes générations avaient sur la tête. Hein. Oui, de toute façon, l'ensemble de nos investissements, nous, sur l'exploitation, sont raisonnés temps de travail. C'est comment on fait pour réduire encore plus notre temps de travail et puis ne surtout pas l'augmenter. Donc du coup, tout est raisonné là-dessus, quoi. Donc dès qu'on a une opportunité de le faire, on le fait. Et tout ce qui va être investissement va être vraiment vu là-dessus. Cette notion cette posture de manager, elle est hyper importante. Et c'est aussi du coup tout l'intérêt qu'on met grâce à notre dispositif à l'installation là qu'on a la chance d'avoir en Bretagne et qui permet aussi du coup d'emmener les jeunes vers toute cette réflexion en amont du projet, une vraie maîtrise de son projet, fait que du coup en fait dès l'installation on a cette notion de maîtrise des coûts, de maîtrise du temps, de maîtrise de tout ça, et si on a bien tout ça en tête, ça fait que du coup on est beaucoup plus réactif sur le moment et plus en capacité du coup de changer ou de faire évoluer la structure en fonction des aléas qui peuvent arriver sur l'exploitation, quoi. Est-ce que vous êtes moins ennuyé par votre type de production, la volaille, que peut-être la production en vache laitière, qui est peut-être avec plus d'aléas, sachant que comme la volaille est en plein air, hein, quand même. Ouais, effectivement, j'ai. Oui, non, mais si, clairement, le choix. Il y a une organisation qui est peut-être plus. Ouais, moi, je peux tout poser plus simple à mettre en place. Ouais, je peux tout poser sur un calendrier, quoi. Ouais, je peux plus ou moins, mais je sais que je vais avoir des périodes, des pics de travail. Voilà, quand je vais avoir mes départs, mon curage, lavage, tout ça, et mes remplissages. Et après, c'est sûr, quand je vais être en période, on va dire, d'élevage pur, quand les animaux vont être là, je vais avoir plutôt un suivi, surveillance, soins aux animaux qui va être, on va dire, moins intense que dans l'autre pic, quoi. Et c'est d'ailleurs ce choix-là. Enfin, je suis allé vers ce choix-là. Vers la volaille pour ces raisons-là, quoi. Ouais. Voilà. Vous aussi, vous voulez gagner en autonomie, en simplification. C'était aussi ça les choix que vous avez souhaité faire? Oui, carrément, parce que... Moins vous prendre la tête, quoi. En lait, j'ai les chiffres un petit peu, quoi. Je pense qu'il y a 10-15 ans, on était à peu près sur 150 000, 100 000 litres de lait par UTH. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 500 000, si je dis pas trop de bêtises à peu près. Ouais. Et en fait, on a toujours une augmentation du volume de notre production, un petit peu. Et je pense que nous, notre génération, on va aussi rechercher à peut-être simplifier, automatiser pour compenser en fait cet effet volume. Et donc, qui dit volume peut dire aussi temps de travail. Donc, on essaye aussi de compenser. Donc, voilà, l'idée, c'est de s'automatiser et de simplifier, quoi. Marie-Isabelle, j'ai envie de vous faire poser la question. Au niveau des gens d'agriculture, comment vous accompagnez justement l'ensemble de ces éleveurs pour gagner en autonomie, en confiance? J'imagine qu'ils ont la tête bien faite, mais il y a besoin aussi parfois d'avoir des éléments de culture complémentaires, notamment de gestion et autres. Oui, donc ce qu'on voit un peu dans les points communs au-delà des diversités, c'est que on travaille sur les moteurs et les motivations des jeunes, hein, puisque c'est ça qui est important et c'est bien ce qu'ils ont dit, c'est leur projet. Donc on voit que c'est des métiers de passion
c'est des métiers de chef d'entreprise, de liberté. C'est des métiers aussi qui ont du sens, puisque voilà, nourrir les hommes, je crois que c'est vraiment des moteurs importants pour eux. C'est un métier aussi, plusieurs métiers en un. Et on a vu qu'on a plusieurs choix en termes d'organisation et de temps de travail. C'est soit de faire, soit de déléguer, soit de travailler à plusieurs, soit de mélanger les compétences. Et là, on a un panel de choix différents. Donc nous, ce qu'on va proposer dans le cadre de l'accompagnement du dispositif installation, c'est de faire un point avec eux sur leur projet, donc au niveau compétences. Voilà, pour voir avec eux s'ils ont besoin de faire de stage. On a le stage de parrainage, voilà, pour se faire un petit peu au métier. On a des formations, notamment une formation chiffrée, analyser son projet, qui permet de travailler avec des experts pour faire des scénarios et pour réfléchir ce revenu de temps de travail sur la base de références et faire des scénarios sur leur propre projet. Donc c'est vraiment, on va travailler sur leur choix. Et ce qu'on propose aussi, c'est une école globale d'installation, qu'on appelle le PAC installation, qui permet de travailler avec eux sur vraiment l'approche globale et notamment le temps de travail, l'organisation, l'entente avec les associés, les premières années de l'installation, la gestion de la trésorerie des premières années. Voilà, et vraiment de les aider à se projeter. Alors encore une fois, ça sera peut-être différent, mais ça, c'est vraiment les compétences et cet équilibre revenu de temps de travail en fonction de leur motivation, de leur envie et de comment ils voient leur métier. C'est vraiment ça qu'on va travailler avec eux. Donc là, on a effectivement une équipe d'experts, à la fois à la Chambre, mais aussi avec des partenaires, pour vraiment réfléchir en amont sur ce projet-là. Voilà, c'est pour ça qu'on parle pour ce sujet, pour cette table ronde, à chacun sa trajectoire, à chacun son chemin, hein, pour reprendre la chanson. Alors, on va regarder du côté du public. Si vous avez des questions, des observations, des commentaires à l'un de nos intervenants, vous avez peut-être des questions à leur poser sur la façon dont ils se sont installés, dont ils se sont développés. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que la situation, elle n'est pas simple. Par exemple, par rapport à l'image qu'on renvoie du monde agricole, est-ce que vous pensez que là, il y a des choses à faire? Est-ce que vous y participez? Comment, par exemple? Alors, certains ont des engagements syndicaux, je pense. Vous avez tous des engagements syndicaux? Pas tous? Carole? Non? Bon. Les garçons, oui, je pense. Hein. Tous les trois, vous êtes au JA, c'est ça? Voilà. Donc, bon... Il y a un travail énorme à faire encore pour faire passer le message. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles? Oui, enfin, ça a été dit un petit peu au début par Marie-Isabelle quand elle a présenté les chiffres, c'est que du coup, notre vivier, il est plus en fait dans les fermes, quoi, chez des enfants d'exploitants. Le vivier, il est partout. On a besoin de montrer que le métier d'agriculteur a évolué, qu'on est en capacité aujourd'hui d'accueillir tout public, qu'on soit ou non issu du milieu agricole, qu'on ait ou non une volonté de faire de l'élevage. Enfin, on a une multitude de propositions, d'activités à faire. On a un métier qui est très automatisé, très robotisé, qui est très très en avant. Et je pense qu'on a vraiment matière à attirer des jeunes. Ce qu'on a besoin de faire, c'est dépoussiérer un petit peu l'image que nos aînés ont peut-être un petit peu trop montré. Et de montrer que du coup, voilà, maintenant on a un métier qui est aussi très dynamique et qu'on gagne aussi notre vie en agriculture et que du coup, on a des vacances. Enfin, si je prends notre cas, hein, enfin nous c'est 5 semaines de congé par an, c'est un week-end sur 4 en ce moment de travail. Enfin voilà, on arrive à avoir vraiment des conditions de travail qui sont là, qui peuvent allier la vie de tout un chacun avec du coup la vie d'agriculteur, quoi. On n'est plus 7 jours sur 7, 24 sur 24 sur l'exploitation. D'accord, Cyril, avec ça, vous avez des choses qui restent à améliorer sur la représentation des métiers dans le monde de l'élevage? Non, oui, tout à fait, comme dit Charles, c'est vrai que c'est fini l'époque de nos parents, enfin des parents ou des grands-parents, qu'ils étaient H24 et sans vacances toute l'année. Maintenant, enfin comme Charles, moi, c'est 5 semaines de vacances, malgré que je suis tout seul sur l'exploitation, j'arrive à me dégager 5 semaines de vacances par an. Donc il y a des remplacements? Donc voilà, c'est des remplacements par l'association cantonale, justement, ou d'embaucher des petits jeunes qui sont de l'école pour leur faire un petit job d'été ou un petit job de vacances. D'accord. Et là, même pas peur, là, vous les laissez, pas de problème Après, l'objectif, moi, c'était toujours me faire remplacer. Je savais que dans ma tête, je serais tout seul. Donc, pour me faire remplacer, il faut que mes choses soient simples à faire ou expliquer. Et c'est l'une des grosses problématiques aussi en agriculture. Il y a très peu de notices d'utilisation de la ferme. Ouais. Mettre une salle de traite en route d'une ferme à une autre, c'est pas pareil. Le tracteur, c'est pas le même. Et sauf que nous, vu qu'on le fait tous les jours, on pense que le jeune qui vient, on lui montre ça juste 5 minutes, il sait comment ça marche.
Et donc en fait, moi, je l'ai mis ça en place sur l'exploitation. Tout est écrit sur, beaucoup de choses sont écrites sur des tableaux en salle de traite ou un peu partout, ou sur un classeur. J'ai la Bible de la ferme avec le classeur avec tout plein d'explications. Et comme ça me permet aussi moi de partir l'esprit tranquille, parce que je sais que le jeune, s'il a un problème, il peut se référer à ce classeur-là et il peut trouver la réponse dedans, quoi. D'accord. Je sais que Lucien aussi avait quelques petites réserves sur la façon dont, par exemple, les réseaux sociaux montrent le monde de l'élevage. Oui, c'est vrai, on en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'on a... C'est un facteur normalement d'attractivité. C'est ça, hein. C'est ça. On a un métier qui est vachement attractif, qui est même un métier noble, moi j'ai envie de le dire. Et on a une génération nous, on essaye de montrer un peu... Et vous montrez, avant on cachait, enfin on cachait pas, en tout cas on était discret. Ouais, hein. Là on ouvre plus nos fermes peut-être aussi, et notamment du fait aussi parce qu'il y a plus de non issus du milieu agricole. Et on arrive peut-être les contraintes de travail aujourd'hui se sont, on va dire, adoucies. Voilà, on arrive à prendre un peu plus de vacances, etc. Après, c'est sûr qu'en face de nous, là, on parlait des réseaux sociaux. C'est sûr qu'on a tout un chemin à faire. Je sais que nous, sur le réseau JA, on essaye de montrer, on va dire, le côté aussi positif du métier. Après, derrière, oui, effectivement, qui dit réseaux sociaux dit ouverture au monde. On peut effectivement être attaqué par, on va dire, des gens qui voient pas forcément l'agriculture de la même façon que nous, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on sait plus avant où mon grand-père avait forcément quelqu'un dans le milieu agricole. Aujourd'hui, les gens s'éloignent un peu plus du monde agricole. Donc la vie, si on ne connaît pas, c'est plus facile de ouais. Ils sont connectés au réseau, mais pas obligatoirement aux campagnes. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la difficulté. Voilà. Donc, ce qu'on peut appeler, on va dire, ce qu'on a eu un peu, on va dire, d'agri-bashing, aujourd'hui existe. Et puis nous, on défend le métier agricole parce qu'on est convaincus et voilà. Alors, parole au public. Qui souhaite dire un petit mot, poser une question? Ah, monsieur là. Monsieur là-bas. Voilà. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour, monsieur Bertrand du centre de gestion Cogedis. Oui. J'ai une question à leur poser. J'aurais aimé savoir d'abord en quoi le parcours à l'installation leur a été utile ou pas. Et le deuxième point, c'est au bout de 4 ou 5 ans où ils se sont installés, en gros, par rapport à leur projet de départ, est-ce que ça a complètement changé ou bien est-ce qu'on a réussi à bien cibler ce qu'ils souhaitaient dans l'installation pour que ça corresponde bien à ce qui s'est passé après réellement? Ou est-ce qu'il y a un gros écart aujourd'hui? D'accord. En fait, vous voulez vérifier si ce que vous faites fonctionne bien, quoi. Globalement, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez apporter des réponses? Qui peut prendre la parole sur Charles? Allez, on y va. Je peux commencer, oui. Enfin, très clairement, oui, le dispositif à l'installation a permis, comme j'avais déjà dit, mais de vraiment maîtriser le projet dans sa globalité, les chiffres, la technique, etc. Et de le réfléchir vraiment de façon de me l'approprier et aussi et surtout en fait de le mettre un peu de prendre un peu de hauteur et de voir un peu ce qui se faisait ailleurs en fait. Parce qu'avec moi, il y avait des personnes, il y a des parties qui étaient en groupe, avec notamment des personnes qui faisaient, qui pouvaient faire du maraîchage en bio, qui pouvaient faire du porc ou autre. Et on s'inspire un petit peu des projets de chacun pour prendre un peu de recul et ça permet aussi un petit peu d'avancer, d'évoluer comme ça, quoi. Et 5 ans après, 2022, post-Covid, non, ça avait un petit peu évolué quand même depuis entre-temps, parce que dans le parcours, on n'avait pas en fait anticipé les problématiques perso, quoi. Carole, la notion de parcours également, et par rapport à l'évolution, 4-5 ans plus tard. Oui, je rejoins Charles sur la partie co-construction avec d'autres agriculteurs ou d'autres futurs agriculteurs. Très important d'échanger nos pratiques, même si on n'a pas les mêmes productions, encore une fois. Et ensuite, moi, j'ai pas encore fait mes 5 ans, donc je peux pas faire encore le bilan après installation. Mais une chose est sûre, c'est que nos entreprises, elles sont vivantes et que heureusement aujourd'hui, le parcours à l'installation s'est assoupli. Avant, il fallait vraiment respecter les cases et si on sortait d'une case, que ce soit dans le positif ou en négatif, c'était très contraignant et je trouve ça très bien que ce soit assoupli parce qu'on a besoin d'être agile, comme on le disait tout à l'heure. Alors les cases, c'est des cases liées à la réglementation, liées à une perception que peut avoir les collègues autour. Non, c'était plutôt les réglementations avant où fallait entrer dans, fallait pas dépasser tel chiffre. Oui.
La DGA, c'est du FEADER. FEADER, c'est de l'Europe. C'est de l'Europe. Et effectivement, il fallait être conforme à son prévisionnel. Et effectivement, dès qu'on variait 50% de ses moyens de production, de sa surface, de son investissement, il fallait faire un avenant où on pouvait rembourser une partie de la DGA. Clairement, on a été entendu. La profession s'est exprimée en disant on est des chefs d'entreprise, faites-nous confiance. Nous, on travaille en amont. On travaille sur un projet d'entreprise, mais en 5 ans, personne ne sait voir. Et effectivement, le Covid, on ne l'avait pas vu, la guerre en Ukraine, on ne l'avait pas vu. On a besoin de s'adapter. Le marché, il bouge. Et ça a été entendu. Ça a été entendu. Et aujourd'hui, la nouvelle DGA n'oblige pas à être complètement conforme à 100%. Il faut être agriculteur à 4 ans. Il faut bien préparer son projet. Donc ça, c'est plutôt pour les jeunes. Mais cette dimension de chef d'entreprise, elle a été comprise. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Ok, vous avez été entendu. Peut-être... oui, tu veux peut-être réagir, Lucien ? Ouais, sur l'importance du coup du parcours installation, oui, je pense que c'est vachement important, notamment de réfléchir en amont. Un projet, on peut l'avoir en tête, on a des rêves, quand on choisit un métier, notamment, enfin pour moi le métier d'agriculteur, je le voulais. Après derrière, il faut les poser. Et quand on les pose, c'est des chiffres, parce que pour que ça tienne la route, il faut qu'on puisse chiffrer ça. Tout à l'heure, on parlait de chef d'entreprise. Là, on est carrément dedans, quoi. Oui. Là, on a besoin de situer quel ou tel projet, quoi. Et c'est vrai, moi, c'est pareil. J'ai pas fait mes 5 ans. Je suis à 4. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est conforme. C'est même très bien. Ça se passe bien. Et heureusement que j'ai pu avoir ça. Ça nous donne un point de repère aussi, quoi. Et ça nous permet de travailler aujourd'hui plus sereinement et de se dire, et une preuve à soi-même, de se dire, voilà, au bout de 4 ans, j'ai réussi à tenir mes objectifs. Ça nous donne aussi en plus confiance, quoi. Voilà. Donc, très bien. Merci. Autre question peut-être venant du public, qui souhaite apporter un regard, un point de vue sur les parcours. Éventuellement, toi, tu peux nous dire un petit peu comment que tu vois tout ça? Dis-nous qui tu es. Bonjour. Bonjour, Marie-Claire Picard, je suis agricultrice, je suis toujours agricultrice dans le Finistère. Oui. Alors moi je suis donc agricultrice en production laitière, mais j'ai vendu il y a 3 semaines. D'accord. à un couple d'agriculteurs qui ne sont pas tout jeunes puisqu'ils ont 50 ans. D'accord. C'est eux qui nous ont trouvés par le RDI justement. Ils viennent du nord-est de la France, donc à la frontière belge. C'est une réinstallation. Ce que j'ai entendu, pas mal de mots, pas mal de choses. L'installation n'est pas forcément facile, le parcours. Les relations peut-être avec le cédant, parce que le cédant doit accepter que les jeunes ne fassent pas exactement c'est évident. Fait. Oui. Voilà. Ouais. Donc pour notre part, nous on était en agriculture biologique, eux ils sont repassés au conventionnel, mais il n'y a pas de problème. Et dès le départ, les choses ont été claires entre nous. Le premier mot important, c'était la communication. Les choses ne sont pas forcément toujours faciles, et vous le savez bien là. Il faut pouvoir se dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a toujours une solution, il y a toujours un compromis, et ça s'est super bien passé. Sur l'aspect plutôt alors cessation, c'est un cap pour les cédants quand même. Et je dois dire qu'on a été très bien accompagnés par la Chambre d'agriculture. Il y a des formations, alors forcément sur... Pour lâcher prise, quoi, à un moment donné, quoi. Voilà, hein, des formations sur le fiscal, le juridique, tout ça, mais aussi sur le social, c'est-à-dire notre après à nous, soit passer par la case salariée, soit la retraite, mais il y a tellement de choses à voir. Le parcours, il est peut-être long de cessation. Pour nous, ça a pris 17 mois. C'est important pour la partie technique, financière, tout ça, pour bien mener son projet. C'est important aussi psychologiquement pour les cédants, pour se faire à l'idée que voilà, on va céder, on va passer la main. Et passer la main, peut-être pour eux, ça sera peut-être différent, mais ça sera sûrement très bien aussi, quoi. Donc, c'est un bon parcours pour tout le monde, et c'est un message très, très positif. Voilà, un message plein d'espoir, en tout cas. Merci, en tout cas. Alors, autre peut-être réaction, peut-être souhaitez-vous réagir par rapport à ce que dit cette intervenante du public? Oui, Cyril. Je vais réagir justement sur le terme relationnel, parce que du fait, moi, donc j'ai repris l'exploitation d'un tiers que je connaissais pas, ou enfin vraiment très très peu, et dans le dispositif à l'installation, on a la possibilité de faire un stage parrainage. Et donc ce stage parrainage, en fait, c'est on vient donc le porteur de projet vient travailler sur l'exploitation pendant donc 3 mois minimum ou jusqu'à 1 an, et ainsi ça permet de connaître les lieux, de connaître l'exploitation, comment elle vit, comment elle fonctionne, sans
sans être tout seul, en fait. On est avec les cédants. Et donc moi, j'ai pu mettre ça en place sur l'exploitation donc pendant 4 mois. Alors quand on a convenu ça avec les cédants, alors c'était un peu la hantise des deux côtés, parce qu'on s'était super bien entendu pour toute la partie amont, on va dire, sur la partie papier. Et après, sur le terrain, sur la partie opérationnelle, quand on va être dans le coup ensemble à travailler, est-ce que donc ça va faire potentiellement conflit de génération, est-ce que ça va passer ou casser, et là, dans le coup, complètement détériorer tout le boulot qui a été fait avant. Et dans le coup, le bilan au bout des 4 mois, c'est que, avec réflexion, j'aurais dû faire ça sur 1 an. Parce qu'en fait, c'est super bien passé. Et l'idée de faire ça sur 1 an, c'est que ça aurait permis de voir le cycle complet de l'exploitation, de l'hiver jusqu'à le printemps, l'été, les moissons et tout ça. Et vraiment de faire une installation complètement sereine, quoi. Oui, là vous avez eu une saison et des brouettes. Voilà, ouais. Et c'est vrai que non, j'ai eu la chance aussi, moi, d'avoir des cédants qui voulaient absolument mettre un jeune. Ils voulaient pas, parce qu'ils auraient pu très bien dispatcher la ferme avec des voisins. Et ils disent, mais si c'est pour dans 10 ans recommencer le même boulot, c'est pas la peine. Et il y a une phrase que j'ai retenue et que je ressors souvent, c'est que quand après les moissons, donc fallait réimplanter les fourragères, donc les cultures d'été. Et là, il y a Françoise, la cédante, elle me dit, Cyril, profite-en, c'est toi qui choisis, c'est toi qui paye. Et pour montrer en fait leur volonté que ils me laissaient prendre des décisions alors que j'étais que en stage entre guillemets dans l'exploitation. Mais c'est vrai que quand il y a la volonté en fait des deux côtés que ça match, ça ne peut que bien se passer, quoi. Carole, vous êtes une femme et on a parlé hier de l'importance de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui entreprennent, qui décident de se lancer dans le métier de l'élevage agricole de manière générale. Ça a été un frein à un moment donné ou pas pour vous? Pas un frein en soi, parce que moi je suis convaincue que les femmes ont leur place dans les hauts postes de décision, que ce bien soit sûr, en agriculture. Oui, mais est-ce que tout le monde en est convaincu autour de vous? Non, bien sûr. Mais ça n'a jamais été un frein, parce que moi j'en suis convaincue, je ne me pose pas de questions. Mais oui, effectivement, parfois il faut expliquer aux anciennes pensées, on va dire ça comme ça, qu'on a notre place et qu'on est légitime pour diriger une entreprise. Voilà, hier, on avait l'exemple d'une jeune productrice de lapins qui s'appelle Elodie et qui est venue faire un témoignage et qui a donc actuellement en installation depuis quelque temps. Et elle disait bien que la difficulté, c'était par exemple lorsque les commerciaux viennent sur l'exploitation, ils cherchent où est la dirigeante. Et la dirigeante, elle est face à eux, tout simplement. Oui, en général, ils ne commencent pas par demander la dirigeante. Ils demandent le patron. Le patron. Qui c'est le patron? Et donc, on répond avec un grand sourire. La patronne, elle est là. Non, c'est un vrai enjeu, que ce soit en agriculture ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est un vrai enjeu aujourd'hui encore. Mais il ne faut pas se poser de questions. On est légitime au même titre que les hommes. Il ne devrait pas y avoir de différence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre voisin, Charles, il a également pensé à adapter aussi son exploitation. Et lorsque, on l'a vu à l'image, une jeune salariée, par exemple, férue de tracteur, eh bien, vous pouvez lui dire, vas-y. Oui, complètement. Oui. Enfin, là-dessus, on s'est posé la question de la féminisation le jour en fait, où on a vu débarquer une remplaçante du coup, pour remplacer mon associé qui était blessé. Ouais. Donc ça, c'était en 2015. Et truc tout bête, on n'avait pas de sanitaire. On dit, ah merde, du coup, nous, on se débrouillait à peu près dehors, quoi. Mais, et c'est là en fait qu'on s'est dit, mais ça va pas notre truc, parce que du coup, aujourd'hui, si on veut accueillir un maximum de personnes et se donner plus de chance sur le salariat, il faut aussi qu'on soit en capacité d'accueillir ce public féminin et qui est de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, du coup, on a une structure qui a été travaillée aussi pour le salariat, pour tout salariat. Et aujourd'hui, on a 2 femmes qui sont là sur notre exploitation et ça fonctionne très bien. Et oui, Awena, elle est plus férue de tracteur, donc Awena, elle conduit le tracteur et ça pose pas de problème. Voilà. Et le fait d'être passé avec le système de la robotisation, ça a également facilité la problématique de l'organisation, de la gestion et notamment de l'astreinte de la traite, par exemple. Oui, complètement. Enfin, aujourd'hui, en fait. En tout cas, c'est votre point de vue, parce que tout le monde n'a pas le même regard sur la robotique. Hein. Sur la partie salariat, en fait, nous, très clairement, elle nous le dit, elle a 20 ans. Elle serait pas venue chez nous s'il n'y avait pas cette partie robotisation, parce que du coup, elle voulait pas venir pour traire, quoi. D'accord. Et nous, on avait quand même besoin à un moment donné que soit la traite du matin ou du soir soit faite. Donc, du coup, il fallait quand même venir pour ça. Et c'est pareil, c'est aussi une génération qui est
qui a peut-être des codes un peu différents des nôtres. Quand elle est d'astreinte le week-end, nous, à 6h, on est au boulot. Elle, à 6h, ça l'embête un peu le dimanche matin de venir à 6h, quoi. Mais elle vient, du coup, elle vient à 9h. Et en soi, ça me dérange pas. Les vaches ont été traites, donc finalement, c'est pas trop grave. Et cette souplesse-là fait que, du coup, on a eu plus de facilité à la chercher. Et je pense que cette génération-là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elle va être aussi comme ça. Et c'est comment, du coup, on s'adapte pour qu'elle puisse venir chez nous, quoi. Très bien. Merci en tout cas pour ce témoignage. Lucien, on va avec vous faire un dernier tour de table pour demander à chacun d'entre vous le conseil que vous donneriez à celui ou à celle qui souhaite s'installer sur une exploitation, soit une reprise familiale, soit une installation comme c'est le cas pour vous, Cyril, également en tant que non issu, comme on dit, du milieu agricole, donc les fameux NIMA. Bon, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Lucien, quel est votre conseil? S'il y en avait un à donner. Ouais, c'est de bien réfléchir son projet en amont, de se faire confiance et voilà, bien se faire accompagner, d'y aller. D'accord. Alors, ce sera de plus en plus dur pour celui qui, à la fin, devra prendre la parole parce que, bien entendu, les premiers mots sont parfois les plus simples et les plus évidents. Donc, il faut trouver autre chose, Charles. Moi, j'aurais dit de prendre le temps de préparer les choses et préparer le projet et de se mettre, dès le départ, des contraintes de temps de travail, de revenus, enfin, toutes ces contraintes-là, de se les garder et de se dire, moi, mon objectif, il est là et du coup, mon projet, il doit coller à ça, quoi. C'est pas ma vie qui va s'adapter à mon projet, c'est mon projet qui doit s'adapter à ma vie. Très bien. Carole, quel est votre conseil? Mon conseil, effectivement... je suis encore en cours, moi, pour essayer de trouver le bon équilibre pro-perso, mais c'est possible et c'est une question de volonté et d'organisation. Donc, effectivement, mais ça se travaille parce qu'on est tellement passionné de notre métier qu'on peut vite se faire déborder. Ouais, mais c'est pas à contre-cœur, c'est ça le problème, c'est qu'on adore ça. Mais non, mon conseil, moi, ça serait, au-delà de bien ficeler son projet en amont, c'est de, une fois qu'on est lancé, se faire accompagner d'autres chefs d'entreprise. Non agricoles, parce que on a la chance. Non issus du milieu agricole. Bah non, et puis des entreprises qui sont pas dans le milieu agricole, parce que on a la chance d'avoir un super réseau en agriculture. On est très entouré, que ce soit avec les CUMA ou avec le syndicat, etc., ou avec nos voisins agriculteurs. Mais parfois, c'est hyper enrichissant de prendre de la hauteur et de savoir comment les autres entrepreneurs gèrent leur entreprise, que ce soit au niveau contrôle de gestion ou RH ou mécanisation. En fait, c'est clair qu'on a l'impression que rien n'est transposable à l'agriculture, mais il y a beaucoup de choses à apprendre des autres secteurs d'activité. Et donc, ouais, mon conseil, c'est de ne pas rester que dans l'agricole et de s'entourer d'autres chefs d'entreprise. Allez, Cyril. Oui, donc beaucoup de choses ont été dites. Donc, oui, bien sûr. Prendre le temps, ou peut-être une synthèse. Oui, voilà, moi, ce que j'ai toujours eu en fait comme objectif quand je me suis installé, donc ce qui va un peu regrouper les témoignages de mes collègues, c'est que je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Donc en fait, c'est pour ça que mon travail doit s'adapter à ma vie perso. Et comme on est des chefs d'entreprise, c'est à nous, nous prenons nos décisions. Donc c'est à nous de prendre les décisions et se mettre des objectifs. Voilà, moi je veux tant de vacances, tant d'heures, comme disait Charles, tant d'heures de travail par semaine. Et c'est à nous de choisir la production ou les volumes qu'on veut faire pour réussir à atteindre ces objectifs-là, quoi. Et j'ai retenu aussi qu'il y a une adresse à ne pas manquer si on souhaite se lancer dans l'agriculture ou dans un élevage. Bref, on va frapper à la porte de Marie-Isabelle, de la Chambre d'agriculture. Voilà, le point accueil installation. Et je voudrais juste remettre, puisqu'on est au salon de l'élevage et qu'on on travaille sur l'attractivité des métiers, c'est vraiment casser les idées reçues. Il y a vraiment des images un peu erronées sur l'agriculture et la réalité des métiers. Et notamment, on a parlé de l'astreinte en lait. On a vu des solutions et des personnes qui ont trouvé leurs solutions. C'est peut-être le robot, c'est peut-être la monotraite, c'est peut-être des systèmes extensifs, c'est peut-être l'organisation du travail. Oui, c'est la monotraite, par exemple, pour Cyril. Hein. Il y a des solutions.
Et cette question de l'astreinte et de l'équilibre entre le revenu et le temps de travail, il y a des solutions qui existent. Il y a des recherches en cours. Il y a des travaux en cours. On a par exemple fait un peu des analyses et c'est vrai que cette idée des 70 heures par semaine nous pollue un peu. Quand on regarde autour de nous et par rapport aux enquêtes qu'on a fait, on n'est pas à 70 heures par semaine sur un élevage laitier. On est à 46 en moyenne. Donc c'est vraiment de casser des idées reçues et de dire qu'il y a des solutions de travail, il y a des solutions d'organisation et que les chefs d'entreprise, comme on les a vus aujourd'hui, ils ont trouvé leurs solutions et que c'est un métier d'avenir, c'est un métier comme un autre et qu'on a besoin d'une relève en élevage laitier. Voilà, conclusion, Didier, tu voulais dire un mot? Je voulais dire que c'était un très très bel exemple des jeunes qui viennent de s'installer. Et puis dire à tous ceux qui y pensent ou peut-être n'ont pas encore imaginé qu'ils pouvaient être agriculteurs, c'est que ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a des opportunités énormes dans les 5 à 10 ans à venir. Il y a plein d'exploitations qui vont se libérer pour faire des vrais choix d'exploitation, peut-être moins sur la pression que dans les 20 dernières années ou 30 dernières années. Mais vraiment, là, il y a une opportunité pour faire des vraies installations, des choix, avec des vrais choix, et le vivre bien son métier, beaucoup mieux que sur les décennies précédentes. Merci pour cette conclusion pleine d'espoir et encore une fois, montrer qu'il y a aujourd'hui de nombreuses opportunités. Merci à Charles Fossé, on peut les applaudir, agriculteur en GAEC. Merci à Cyril Herbert, qui est également non issu du milieu agricole, mais qui a choisi le bio. Lucien Souvestre, aviculteur, ou encore Carole Trubert, productrice de porc. Et puis Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission régionale à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Merci à tous pour ces échanges riches et variés. Nous avons vu ainsi aujourd'hui que les trajectoires en agriculture peuvent être aussi diverses que passionnantes, que ce soit à travers l'innovation, la technologie, la conversion en bio, la diversification, la transformation. Chacun des projets présentés ici montre qu'il n'y a pas une seule voie, une seule façon de présenter son exploitation et avancer dans son secteur d'activité. Merci à tous. Bon salon Space, à bientôt.